À quand remonte votre dernière bonne conversation? Est-ce que ça vous arrive parfois de parler à des inconnus? Dans le bus, le métro, en avion ou même dans une file d'attente? Est-ce que vous parlez encore des inconnus? Et avec vos proches, quelle place prend le téléphone portable dans vos conversations? Est-ce qu'il est posé sur la table, glissé dans votre sac? Et surtout, combien de fois par jour vous y référez-vous? Cela fait plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet passionnant, la conversation. À travers mes lectures, mes formations, mes rencontres, mes conférences, mes ouvrages et ce podcast, la conversation est au cœur de nos vies. Elle fait intégralement partie de l'art de l'attention, cet art de s'accorder avec le monde. Alors, imaginez ma surprise quand j'ai découvert le dernier ouvrage de mon invité dont j'admirais déjà le travail. Le titre est « La fin de la conversation ?» point d'interrogation, la parole dans une société spectrale. David Le Breton est sociologue et anthropologue. Il enseigne également la sociologie à l'Université de Strasbourg. Dès notre première rencontre à la Maison de la Conversation, à Paris 18e, il m'a conquise par la justesse de son travail, la transmission humble, les écueils qu'il évite pour ne pas se poser en juge ou en donneur de leçons, son humilité et surtout son regard pétillant. Ses recherches l'ont mené à explorer le silence, la marche, le rire, nos cicatrices. Je vous recommande au passage son excellent essai sur le silence, que j'avais littéralement dévoré il y a une dizaine d'années. Il s'interroge aussi sur les représentations et les mises en jeu du corps humain, qu'il a notamment étudié en analysant les conduites à risque. J'ai été très chanceuse qu'il m'accorde cet entretien lors d'un passage à Paris. Alors dans son dernier ouvrage, La fin de la conversation, il s'intéresse à une conduite à très haut risque. Une conduite à laquelle nous nous adonnons tous les jours, notre usage du téléphone portable. Alors, rupture anthropologique, fin de la conversation, ces questions sont d'autant plus d'actualité avec tous les problèmes qui bousculent notre époque. L'engagement des patrons de la tech autour du président des États-Unis, le développement astronomique de l'intelligence artificielle, des usages qui ne semblent plus vraiment maîtrisés. Avec David Le Breton, nous avons interrogé cette question qu'il pose sur la fin de la conversation, la vie à distance et par procuration à cause de notre smartphone, la plainte des caissières, des coiffeurs, des chauffeurs de taxi, tous ces métiers où la conversation avait son importance et où on est passé à l'indifférence, tous happés que nous sommes par nos écrans. Alors David Le Breton va très loin quand il décrit ces zombies qui marchent dans la rue, les yeux rivés sur leur téléphone portable. On a tous croisé ces groupes de jeunes, chacun sur leur téléphone, au parc ou au café, à se demander ce que l'on pouvait bien faire autrefois, avant l'avènement de ce fameux portable. David Le Breton dénonce un appauvrissement de la sensorialité. On ne sourit plus aux inconnus dans la rue et on migre doucement vers une société sans contact. Page 18, il écrit « L'instauration d'un contact permanent à distance induit l'éloignement de ceux qui sont près de soi. La relation numérique consacre l'absence physique des communicants et, dans le même temps, l'éloignement des proches, tout en procurant le sentiment paradoxal d'avoir les autres en permanence à disposition sans s'encombrer de leur présence réelle. » Alors cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui est une véritable apologie de la nuance. Je le cite à nouveau. Des générations accoutumées à cliquer sur le oui ou le non échouent à penser qu'il existe aussi des peut-être ou d'innombrables autres possibilités. Il n'y a pas le jour ou la nuit, mais les myriades de nuances de l'ombre et de la lumière selon les moments. L'infinie complexité du monde ne se réduira jamais à un ou bien, mais à une énumération où il y a ça, et ça, et ça, et encore ça. Alors, dans ce court entretien, nous en sommes venus à nous interroger. Comment cela impacte notre attention ? Quelle est l'importance de la conversation, la vraie ? Est-ce que c'est un acte politique ? Et quelles sont encore nos poches de résistance ? L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour David Le Breton. Bonjour Fanny. David Le Breton, je vous propose qu'on aborde
L- l'art de la conversation ou la conversation pour revenir plus techniquement, parce que finalement cet ouvrage, la fin de la conversation, bah, vous faites une très très belle tribune en faveur de la conversation, de rétablir la conversation entre les êtres. Est-ce que vous voulez nous définir, c'est quoi pour vous déjà la conversation? Quelle est la définition que vous donnez? Alors, je vais sans doute oublier beaucoup de choses, mais en tous les cas, c'est d'abord un visage à visage, c'est un engagement également, puisqu'on va être ensemble pendant 5 minutes ou 2 heures ou 3 heures ou davantage. C'est aussi accorder sa place à l'autre, donc le reconnaître dans sa valeur, ce qu'il mérite justement qu'on l'écoute et qu'on échange avec lui. C'est donc une attention à l'autre, c'est une découverte aussi de l'autre, parce que très souvent, on découvre des choses tout à fait inattendues, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. On peut découvrir des opinions assez fâcheuses chez quelqu'un qu'on aimait beaucoup, ou au contraire, découvrir une fragilité, une sensibilité chez quelqu'un qu'on croyait vraiment dur et autres. Donc voilà, la conversation, c'est la découverte de l'autre, c'est l'écoute du silence aussi, puisqu'on peut se taire, ça arrive fréquemment quand on converse avec quelqu'un, on peut se taire un moment parce qu'on réfléchit à la dernière parole qui a été énoncée, on médite, etc. Également, la conversation, c'est du sens plutôt que des messages, en quelque sorte. Et puis, il y a un corps à corps aussi, évidemment. Dans la mesure où on est attentif aux gestes de l'autre, aux mimiques qui traversent son visage, on est physiquement présent. Et donc, j'oppose la conversation à la communication, où il n'y a plus de corps, il n'y a plus de visage, on est souvent dans la fonctionnalité, dans l'utilitarisme, il y a plus de silence, il y a des pannes. Je t'entends plus, je te rappelle, ça passe plus, etc. Bon, on est du côté de la panne, il faut redémarrer l'ordinateur ou autre. Oui, toutes ces conf calls qui commencent avec vous m'entendez? Oui, ta caméra n'est pas branchée. Ou alors, Oui. alors les appels téléphoniques, on en parlait tout à l'heure dans le train. Oui, voilà. Oui, qui sont. Allô. Là, ça réveille tout le monde, là, du coup. Ah oui, ouais. Il y a le zapping aussi, parce que vous, en même temps, dans la conversation, vous êtes profondément avec l'autre. Dans la communication, vous zappez. Et c'est typique, évidemment, dans les trucs à distance, les réunions à distance, où vous êtes quasi sûr que la moitié est en train de faire autre chose. Et ils ont débranché la caméra, évidemment. Ou alors, ils sont en train de faire... ils maintiennent peut-être... On voit qu'ils ont le téléphone, oui, de toute façon, ils ont leur téléphone à côté d'eux, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pas du tout le même régime anthropologique, évidemment, mais ça traduit la communication, effectivement, le mépris du corps, enfin, ce que j'avais pointé déjà sur cette humanité assise et cette humanité où le corps devient méprisable, d'où la montée d'ailleurs du transhumanisme et autres. Il y a une sociologique, en quelque sorte, dans le fait qu'on trouve que le corps est profondément encombrant aujourd'hui, parce qu'effectivement, il nous empêche la performance, l'efficacité, le rendement, etc. Dans le capitalisme de la communication est plutôt embêté, quoi, qu'on ait encore un corps, qu'on soit encore attentif à des livres ou au visage de l'autre, alors qu'ils veulent qu'on reste scotché, comme l'avait dit Lelay, je crois. Patrick Lelay, en 2001, je crois, qui était à l'époque le président de TF1, voilà, qui avait dit moi, je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'était prémonitoire, parce que 2001, c'était pas encore, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Il y a l'un des patrons des réseaux sociaux qui dit notre principal ennemi, c'est le sommeil. Il faut grignoter le sommeil, il faut capter les gens pour qu'ils dorment de moins en moins, et c'est parfaitement réussi, puisque c'est un gros problème aussi de santé publique. Nos adolescents restent branchés toute la nuit, ils sont capables d'envoyer un SMS à 3 heures du mat, mais le résultat au niveau scolaire, il est absolument catastrophique, au niveau santé publique aussi. Enfin, il y a beaucoup de médecins, de pédopsies qui sont très inquiets de la réduction du temps de sommeil de nos adolescents, mais il n'y a pas que les ados qui dorment avec leur téléphone portable, il y a aussi des adultes. Donc voilà, les maîtres des réseaux sociaux veulent qu'on ne dorme plus, qu'on soit branché 24 heures sur 24, parce que c'est eux qui sont déjà richissimes. On se demande ce qu'ils peuvent faire de leur argent, d'ailleurs, tellement ils en ont, mais ils en veulent encore davantage en nous scotchant. Mais il y a même des gens qui dorment avec leur téléphone portable. Ouais. Moi, c'est pas mon cas, il est à l'extérieur de la chambre, bien loin, mais et qui monitorent leur sommeil.
Le téléphone portable vous enregistre, vous dit si vous avez ronflé ou voilà, Oui, oui. quelle phase de Il y a plein sommeil d'applications, profond oui, ou que oui. sais-je. Oui, On oui. est vraiment connecté sans cesse. Oui, 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 oui. Puis en plus, d'ailleurs, on donne des tas d'informations, des tas de données qui peuvent être utilisées pour qu'on reçoive des mails, Qu'on des soit encore plus SMS, captif. et qu'on soit encore plus On sort captif, parce que jamais du de ce coup, système. oui, voilà. Non, je trouve ça effrayant pour ma part. On est capable de savoir soi-même si on est bien dans sa vie ou bien dans sa peau, plutôt que de voir sur son téléphone portable si on a des battements cardiaques qui sont plus trop élevés ou pas. En matière, si on a une pathologie, je comprends qu'effectivement, si on a peur, bien sûr, mais si on est bien dans sa vie, bien dans sa peau, on est dans. Enfin, c'est absurde d'utiliser tout un tas d'applications pour bien dormir, faire les 5000 pas ou les 10 000 pas. Enfin, on arrive dans des sociétés de protocoles, d'applications en tous les cas, et puis même les gens marchent finalement avec leur téléphone. Enfin, en ville, non, pas dans les forêts, mais en tous les cas en ville, on voit des tas de gens. Ils marchent pour faire leurs 5000 pas, ou je sais plus combien de pas il faut faire. Mais en tous les cas, ils avancent tirés en avant par leur téléphone, alors que ça devrait être comme un des moment zombies, comme des zombies. Trébuchant. Voilà. Ça devrait être pour eux un moment justement de conquête, de reconquête, de méditation, etc. Voilà, puisque là, je ne parle pas de ceux qui sont en permanence en train de regarder leurs notifications qui arrivent toutes les 5 minutes. C'est ça le problème. Il y a des centaines de notifications tous les jours. Quand une notification vous arrive toutes les 5 minutes, que faites-vous? Et en plus, des notifications dérisoires, du style c'est super, tu devrais voir ça. Oui. Vous répondez, ah bah oui, en effet, j'ai pas encore eu l'occasion. Ah, mais oui, tu devrais. Ça peut durer comme ça un quart d'heure, 20 minutes. Ou des applis qui vous envoient des messages publicitaires. Quand je vois le ça, nombre de notifications que reçoivent certains de nos contemporains, oui. c'est effrayant. Mais ce qui m'a marqué aussi dans votre ouvrage, c'est que vous parlez de cette impression de toute puissance. On a l'impression d'être démultiplié parce que notre téléphone, on peut converser avec des gens à l'autre bout du monde. On est au courant des dernières informations. On est un peu surpuissant. Et puis finalement, on est un peu partout. Mais on est nulle part. Mais nulle part. Oui, c'est pour ça que je parle d'une société spectrale, parce qu'autour de soi, déjà, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Enfin, moi, c'est mon sentiment, en tous les cas. J'ai l'impression souvent de marcher seul dans la foule, puisque tout le monde a les yeux prosternés sur... Il n'y a plus de Dieu, mais en tous les cas, il y a l'écran. Donc, on est bien dans la prosternation, dans la sacralité de la technologie. Donc, vous avancez dans un univers déréalisé, et puis la spectralité qui touche même ces personnes qui sont plus nulle part, quoi. Voilà, à l'image de cette anecdote, comme me disait d'ailleurs un écrivain pendant l'été dernier, où on dédicaçait nos livres, et il regarde le titre de mon livre, il me dit, ah oui, vous avez écrit sur leur smartphone? J'ai dit oui. Donc, il me répond, imaginez qu'hier j'ai voulu regarder une information sur Internet, 3 heures après, j'y étais encore, mais ne me demandez pas ce que j'ai fait pendant ces 3 heures, je n'en ai strictement aucun souvenir. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis souvent que l'Internet, c'est une fabrique de l'amnésie et du divertissement, comme dirait Pascal d'ailleurs, Blaise Pascal, mais on est dans cet univers là de fantômes. Comme pris au piège, finalement. On est pris au piège, oui. Il y a un terme qui m'a beaucoup marqué, c'est le dump scrolling. Ça veut dire qu'on scrolle, c'est-à-dire on consulte des choses de manière idiote. On a oublié notre cerveau et puis on regarde un peu on est happé, des vidéos. on est comme happé, Puis les algorithmes vont vous pousser des choses. Absolument, de plus en plus. Voilà, et vous perdez 2 heures et de votre temps. Oui, vous ne voyez pas le temps passer. Vous ne passer. savez plus ce que vous êtes venu chercher. C'est pour ça que je parle de Big Mother plutôt que de Big Brother, parce que Big Mother, c'est la bienveillance, c'est l'enveloppement, mais mon petit, regarde, t'as vu une vidéo, elle t'a passionné, mais il y en a qui t'attendent, il y en a plein. Continue, mais il y en a encore une là-bas. Et on reste dans la matrice. Vous restez dans la matrice, voilà. Mais vous êtes dépossédé de votre personne, en revanche. Donc, on n'a plus besoin de Big Brother qui nous regarde avec méchanceté et avec brutalité. Non, là, c'est le divertissement, la bienveillance, l'amour, enfin un semblant d'amour, entre guillemets, mais qui est d'une 1000 fois plus efficace, évidemment. Et puis en plus, qui alimente un panoptique à la Foucault qui est vertigineux, parce que pendant tout le temps où on reste à scroller, comme on dit aujourd'hui, nos données sont pompées, on est repéré, et puis on va recevoir de la pub... Et puis plein d'autres. Enfin, là, on va être à un autre niveau dépossédé d'une part de soi. Alors, pour revenir à la conversation, parce que c'est vraiment le cœur de votre ouvrage, la fin de la conversation, mais vous parlez beaucoup de la conversation. Qu'est-ce qui fait le charme, au final, d'une conversation ? Comment dire, la lenteur, le sentiment de reprendre sa vie en main, de se rassembler à nouveau, de
de prendre le temps de vivre, d'écouter l'autre, d'être attentif à son visage, à sa voix, des choses comme ça. Et puis, évidemment, il y a le contenu. Je parle plutôt de la forme, mais il y a aussi le contenu de ce qu'on échange et qui nous renvoie à des lectures, à des films, à des connivences, des anecdotes, des souvenirs. Et puis, en même temps, on apprend à découvrir l'autre, et ce qui nous rappelle nous-mêmes, des choses qu'on a pu vivre du même style, etc. Donc, voilà, c'est la reconnaissance, quoi. C'est le lien au niveau le plus élémentaire. Voilà. On se sent exister ensemble, et on n'est plus seul ensemble, on est vraiment ensemble dans le partage. Il y a quelque chose, je dois avouer, David Le Breton, qui m'a marqué dans votre... Chaque fois que vous faites allusion à la conversation, vous parlez du rapport au corps, hein, Oui. de visage à visage, les yeux dans les yeux. Oui. Parce que je vous l'ai confié en off tout à l'heure, c'est que moi j'adore les travaux de Théodore Zeldin sur l'art de la conversation. Et pour moi, une des plus belles définitions que j'ai trouvées, c'était chez lui. Alors je vous la donne, mais il ne parle pas du corps. Donc j'aime beaucoup le fait que vous complétiez. Il dit que la conversation, c'est un échange réciproque et partagé qui permet aux êtres humains d'échanger de la confiance, de la sagesse, du courage et de l'amitié. Et il dit c'est un art qui doit être appris, pratiqué et constamment enrichi sous peine de devenir bête et répétitif. Mais il parlait pas du corps. Alors moi j'adore, c'est ma définition préférée de la conversation. Mais néanmoins, il parlait pas du corps. Et ce que j'aime chez vous, c'est que là vous parlez de la parole dans une société spectrale, de ces zombies, de ces portables qui nous vampirisent, de la société spectrale. Donc tout ce film d'horreur. Et finalement, vous revenez au corps et au rapport de là vous êtes assis, vous habitez Strasbourg. Je vous remercie encore infiniment de m'accorder cette conversation ici à Paris lors d'un de vos voyages. Mais on est face à face, les yeux dans les yeux. Et j'adore le fait qu'on redescende dans le corps, alors qu'on a tendance à être un peu des êtres aujourd'hui immatériels presque, sur nos téléphones. Oui, bien entendu. Donc, effectivement, la conversation, c'est vraiment c'est la confiance, c'est le sentiment d'être vivant, de toute façon. Je crois, on pourrait le dire comme ça. Quand on est devant l'autre, on a le sentiment d'exister, d'avoir une reconnaissance. Absolument. Donc, on existe avec l'autre, dans le regard de l'autre, et c'est un moment précieux. Si je suis des heures derrière mon téléphone portable, personne ne me dit que j'existe. Ou alors, ça va être des trucs de personnes que je ne connais pas, qui sont anonymes, qui peut-être d'ailleurs de temps en temps vont me démolir ou autre, d'où aussi d'ailleurs les problèmes de santé publique avec les ados, notamment les filles qui souffrent énormément des jugements négatifs portés sur leur visage, leur corps, etc. C'est pour ça que les filles se scarifient deux fois plus depuis 2012 qu'auparavant, ce qui était déjà considérable avant, mais aujourd'hui encore plus, parce que le sentiment qu'exister, c'est être reconnu par exemple par les réseaux sociaux, recevoir le maximum de likes, et si jamais il y en a un qui dit mais t'es moche ma fille, rentre chez toi, etc., ça fout en l'air la vie d'une ado, évidemment, qui n'a pas l'expérience de vie, le recul, etc. Donc voilà, c'est se sentir vivant, passionnément vivant. Oui, parce que c'est un miroir, on parle de la conversation, là vous parliez des jeunes femmes et de l'image qu'on leur renvoie, mais finalement quand je suis en face de vous et qu'on se sourit, qu'on se regarde, l'autre est le plus beau miroir. Oui, c'est un miroir effectivement qui en plus ce n'est pas c'est pas le miroir au sens du narcissisme. C'est le miroir qui nous permet qui nous reconnaît en tant qu'autre, en tant qu'être humain, mais dans le partage en effet, dans la bienveillance aussi, parce que c'est vrai qu'une conversation peut mal tourner, mais généralement non, c'est reconnaissance élémentaire de l'autre. Même quand on dit bonjour à son voisin et qu'on lui dit il fait beau aujourd'hui, pour moi ça fait partie de la conversation. Il y a pas, on n'est pas là pour hiérarchiser et préférer Socrate à notre voisin. Je veux dire, on n'est pas là pour donner des bons points aux uns et aux autres, mais même ce modeste échange sur le fait qu'il va faire beau ou qu'il va pleuvoir encore aujourd'hui, c'est déjà, voilà. Je dis à mon voisin, tu existes, je suis content de t'avoir rencontré ce matin, je te souhaite une bonne journée. Et puis lui, par son regard, il m'a dit la même chose. Même si on a simplement parlé du temps ou du fait que le travail, c'est la santé, pour reprendre un grand standard, quand vous dites je vais à mon boulot ce matin, mais ça, voilà, on part en fait d'une certaine manière. Si on croisait son voisin et qu'il regardait ailleurs ou qu'il ne prêtait pas attention, c'est vrai, vraiment dans notre quartier, ça va mal. Voilà.
Oui, c'est la reconnaissance. Mon livre s'appelle Trêve de bavardage, mais néanmoins, je le dis, le bavardage, il est utile, c'est social, Oui, c'est urbain, c'est la reconnaissance. J'ai pas le temps tous les jours d'avoir une conversation de 2 heures avec ma gardienne, mais c'est mieux que de ne pas le reconnaître. En tout cas, en poche de résistance, et on a bien compris que la conversation, finalement, c'est un acte éminemment politique et de résistance. Vous avez aussi écrit beaucoup sur la marche à pied, que vous pratiquez, parce que là, sans téléphone, on serait bien crétin de marcher avec son téléphone à la main, mais on se reconnecte. Je crois que c'était Platon, Socrate, le philosophe péripatéticien Alors, je voudrais lire ici un très beau passage sur la marche. La marche est un acte de résistance civique privilégiant la lenteur, la disponibilité, la conversation, la curiosité, la gratuité, l'amitié, la générosité, autant de valeurs opposées aux sensibilités néolibérales qui conditionnent désormais nos vies. Non, mais effectivement, quand on est marcheur, faudrait être. J'aime pas le terme connecté, d'ailleurs, entre parenthèses. Je préfère dire relié. On est relié au monde, alors que je m'aperçois aussi comment il y a une sorte de phagocytose du langage informatique sur notre manière de parler du monde. Effectivement, on parle de plus en plus de se connecter, se reconnecter au monde, comme si l'environnement était un autre écran, quoi. Il fallait se reconnecter. Non. Parlons de reliance, ou on se relie à nouveau, on rétablit un lien avec le monde qui nous environne. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus français en plus. Voilà. Non, la marche, c'est une manière pendant des heures, effectivement, de renouer la conversation avec nos amis, avec notre compagne, nos compagnons, nos enfants, les personnes avec qui on marche, quoi. Il y a énormément d'échanges. Et là, même quand on marche ensemble, on est à côté l'un de l'autre, mais on se regarde régulièrement. Et puis, on va dire, t'as vu là-bas, c'est pas un renard qu'on a aperçu, regarde, etc. Donc, c'est un univers flamboyant de partage, d'émotion, d'éblouissement, de transmission. Et malheureusement, vu la disparition du repas de famille dans nos sociétés contemporaines, où tout le monde est derrière son écran et arrive d'ailleurs à son heure pour manger, eh bien, je crois que la marche, en effet, est restée l'un des derniers lieux de la transmission parents-enfants ou grands-parents-enfants. D'ailleurs, le succès du film, du roman de McCarthy, La Route, et du très beau film aussi qui en a été tiré, à mon avis, est aussi révélateur. Un homme qui marche avec son fils et qui lui enseigne comment vivre, comment se comporter dans une dystopie terrifiante. Mais en même temps, c'est aussi un pas de côté par rapport au fait qu'aux États-Unis, c'est plutôt les femmes qui s'occupent des gamins. Mais il y a toute une littérature d'hommes, Richard Ford et autres, où tout d'un coup, les hommes jouent un grand rôle auprès de leur fils ou de leur fille et renouent la relation, etc. Et là, dans La Route, c'était particulièrement fort. Renouer la conversation, c'est-à-dire la transmission. Merci beaucoup, David Le Breton, d'avoir partagé avec nous de manière si généreuse, en tout cas. Merci infiniment. C'est moi, Fanny, qui vous remercie de m'avoir accordé votre amitié et votre reconnaissance. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que cette conversation vous a passionné autant que moi. J'en ai tiré plusieurs idées, plusieurs questions auxquelles je ne cesse de revenir depuis notre rencontre. Alors je vous souhaite de trouver vous aussi des poches de résistance, comme le dit si bien mon invité. Et enfin, je terminerai sur un passage de son ouvrage que j'aime particulièrement. C'est à la page 114. Il évoque la réflexion de Montaigne. « Il se faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. » L'écriture, la lecture, la création de manière générale, le jardinage, le voyage, la méditation, la cabane dans les bois, etc. sont autant de refuges. Ce sont des lieux où nul n'a plus de compte à rendre, une suspension heureuse et joyeuse de soi, un détour qui ramène à soi après quelques heures ou quelques jours ou davantage. Ralentir, se déconnecter, c'est retrouver un contrôle sur son existence, une présence au monde et à soi. Renouer la conversation avec les autres et celle plus intérieure avec l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite de trouver aussi des refuges, des petites cabanes dans les bois, des arrière-boutiques pour cultiver ce rapport au monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode de l'art
de l'attention.